Merci beaucoup Rosemary, merci Pierre, merci à toute l'équipe bénévole de Tarbes en Philo. Je trouve que c'est formidable qu'il y ait des associations comme ça qui se battent pour que la philosophie soit présente dans la cité. C'est Diderot qui nous disait au XVIIIe siècle qu'il est urgent de rendre la philosophie populaire. Et vous œuvrez à ça, et donc un très grand merci. Merci à Michel Tozzi, mon ami, qui insiste depuis des années aussi pour que je vienne à ce festival, et vraiment je suis très heureux d'avoir accepté, grâce à toi, de venir ici, parce que je trouve d'abord ce théâtre magnifique, et puis de pouvoir parler comme ça toutes ces personnes qui sont passionnées de philosophie, qui cherchent à réfléchir sur les grandes questions de la vie. C'est toujours pour moi un moment de bonheur de pouvoir vous rencontrer. On aura donc ce temps d'échange tout à l'heure. Je vais faire une conférence un peu plus longue que prévu de par l'absence d'Adèle. Et puis après la pause musicale, on aura un temps d'échange qui sera aussi assez conséquent. Je serai également présent cet après-midi à la table ronde, et après pour un temps de dédicace. Donc on a toute la journée pour se voir et partager. Alors d'abord, je dois faire une petite confession, je suis désolé du mauvais temps. Parce que je reviens de Laponie et je vous ai amené la grêle, la neige. Donc c'est ma faute. Voilà. Mais cela dit, bon, je pense que le fait qu'il pleuve un peu, ça fait du bien aussi. Mais c'est tout à fait à propos. Parce que finalement, le bonheur, c'est apprendre à être heureux par beau temps, mais par mauvais temps aussi. Parce que si on est heureux quand tout va bien dans la vie, bon, c'est facile, hein. Mais la grande difficulté, c'est d'être heureux quand on a des soucis, quand on a des problèmes, quand les choses ne sont pas si simples. Et c'est ça qui est intéressant dans la question du bonheur, sinon il n'y aurait aucune réflexion. À partir du moment où il y a une réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut éventuellement être heureux lorsque les choses sont plus difficiles. Et moi, je vais aller droit au but, je vais vous dire un peu la définition que je donne du bonheur, que j'avais donnée dans mon livre il y a 10 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Du bonheur, un voyage philosophique », où je passais en revue un peu toutes les grandes théories philosophiques du bonheur, puis j'essayais de donner mon point de vue personnel, et je me suis forgé cette définition. Le bonheur, c'est la conscience d'un état global et durable de satisfaction de l'existence. La conscience d'un état global et durable de satisfaction de l'existence. Et je vais vous prendre les mots les uns après les autres, et puis on ira évidemment beaucoup plus loin, et on parlera aussi de l'actualité. Comment être heureux dans un monde chaotique, difficile, imprévisible, comme il est de plus en plus, évidemment, à nos yeux, après les années relativement calmes qu'on a pu connaître avant. Alors, la conscience d'un état. Pourquoi je dis que le bonheur, c'est la conscience d'un état? C'est la conscience parce que si nous n'avons pas conscience d'être heureux, ben en fait, nous ne savons pas que nous sommes heureux, tout simplement. Et vous savez que nous n'avons conscience du bonheur que parce que nous avons connu le malheur. La conscience du bonheur vient du fait que nous avons expérimenté son contraire, le malheur. Et je crois que quelqu'un qui n'a jamais été malheureux ne sait pas exactement ce que c'est que le bonheur. Vous savez cette phrase de Prévert qui nous dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». J'adore cette phrase. Et on a tous expérimenté ça un jour ou l'autre. On avait tout pour être heureux, mais on ne s'en rendait pas vraiment compte. Et d'un coup, le malheur arrive. Il y a un décès brutal, on perd notre job, on tombe gravement malade. Et là on se dit, mais maintenant que je suis malheureux, et surtout on le voit très fort dans le deuil ou la maladie, et bien on se dit, mais qu'est-ce que j'étais bien avant? Mais je n'en avais pas conscience, je ne m'en rendais pas compte, parce que c'était presque naturel, il y avait quelque chose de normal, et puis j'avais, voilà, j'étais bien entouré, j'étais en bonne santé, etc. Et je ne me rendais pas compte de la chance que c'est d'être en bonne santé. La chance que c'est d'être aimé et d'avoir des proches qu'on aime. La chance que c'est d'avoir un travail qui nous passionne. Et puis quand l'un de ces éléments fondamentaux s'en va, on se dit, le malheur arrive, et au fond, j'étais heureux, je ne m'en rendais pas compte. Et donc c'est pour ça que c'est très important de conscientiser les moments heureux. Et quelqu'un qui explique ça très très bien, c'est le grand psychologue Carl Gustav Jung, auquel je viens de consacrer une biographie intellectuelle. Et au cœur de sa pensée, il y a cette idée fondamentale que toute l'aventure de l'humanité, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Et il nous dit, au fond, l'humanité dans sa globalité passe de l'inconscience à la conscience, et chaque individu, on a à faire un travail qui tend vers une forme de complétude. Sans l'avoir lu, il est très spinoziste. On tend vers une forme de complétude
il n'appelle pas ça la béatitude, mais c'est presque la même chose, et que ce travail-là, c'est essentiellement passer de l'inconscience à la conscience. Et que nous avons tout un chemin à faire qu'il appelle le processus d'individuation, comment devenir soi. C'est aussi quelqu'un de, pour le coup, il a bien lu Nietzsche, deviens qui tu es, et pour devenir soi l'individu singulier, unique que je peux être, il faut pour ça faire tout un travail de connaissance de soi et de conscientisation. Il faut faire dialoguer mon inconscient avec mon conscient pour grandir en conscience. Et à l'intérieur de ça, il y a toute une série de choses qui l'indiquent, comme par exemple quitter la persona. La persona, c'est l'image sociale qu'on donne aux autres. Et on a tous, que vous savez, la persona, c'est le masque grec du théâtre, où les acteurs mettaient un masque qui permettait qu'on reconnaisse leur caractère. Et donc on voyait que l'acteur était courroucé, ça veut dire que c'était un personnage en colère ou joyeux, il avait un masque joyeux. Et il dit au fond, socialement, nous avons tous une persona. C'est-à-dire que nous jouons un rôle social. Il faut que le gendarme, il ait l'air autoritaire. Si le gendarme il dit « Excusez-moi monsieur, pardon de vous déranger, est-ce qu'éventuellement vous pourriez me donner vos papiers ?» Ça ne marche pas. Et donc il faut qu'il ait, dans son métier, pour que ça fonctionne, un ton plus autoritaire. Le médecin, il doit avoir l'air compétent. Si votre médecin vous dit « Là, je ne comprends rien à vos résultats, vraiment je suis très perplexe », ça ne marche pas. Même si c'est pas, il ne faut pas qu'il le montre trop. Et donc l'infirmière doit avoir l'air bienveillante. Donc on voit que chaque métier a une persona. Et Jung nous dit le problème, c'est qu'il ne faut pas ramener la persona à la maison. Parce que si vous rentrez chez vous, qu'avec vos amis, vos proches, etc., vous continuez de vivre dans cette image que vous montrez aux autres, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes, encore une fois, dans une image sociale, et finalement, ça crée des troubles psychiques et vous n'êtes pas vous-même. Donc c'est un exemple. Il nous parle de l'animus et de l'anima, c'est-à-dire comment les hommes doivent intégrer leur part féminine, l'anima, les femmes doivent intégrer leur part masculine, l'animus. Il nous parle de la traversée de l'ombre. Nous avons tous une ombre et qu'il faut traverser pour aller vers plus de conscience et plus de lumière. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, il nous dit cette phrase qui pour moi est une des plus belles phrases de toute l'histoire de la philosophie, c'est « On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant ses propres ténèbres. » Je trouve ça magnifique. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant ses propres ténèbres. C'est-à-dire en assumant pleinement la part de fragilité, la part de pauvreté, la part de violence, la part de ténèbres qu'il y a en chacun d'entre nous. Et il ne faut surtout pas la refouler, il faut la sublimer, comme dirait Freud, et pour ça, il faut la traverser et la conscientiser. Donc, dans tout ce chemin dont Jung nous parle pour faire ce processus d'individuation, qui n'est pas l'individualisme, hein, c'est l'inverse, c'est plus je suis pleinement moi-même, mieux je serai relié aux autres. Et pour faire ce processus d'individuation, l'essentiel, nous dit-il, au fond, c'est de réconcilier les contraires, les polarités. Et vous savez que la vie est faite de polarités. Ce que les Chinois avaient parfaitement montré. Hein. Le taoïsme, c'est vraiment la grande philosophie qui a montré l'importance des polarités qui se synthétisent à travers le yin et le yang. C'est deux forces complémentaires. Et le yin a besoin du yang et le yang a besoin du yin. Et tout dans la nature est yin et yang. Le ravin est yin, la montagne est yang, etc. Et Jung nous montre que tout dans la vie est polarité. Il y a le haut, il y a le bas, il y a le bonheur, il y a le malheur, il y a la lumière, il y a la nuit, il y a la vie, il y a la mort, il y a le bien, il y a le mal. Et la clé de sa pensée, c'est de nous dire n'opposez pas les polarités. Considérez-les comme des couples complémentaires qui ont besoin l'un de l'autre et votre conscience doit les intégrer comme des complémentarités et pas des oppositions. Sinon, vous allez rentrer dans une pensée manichéenne, dualiste. Vous allez vouloir éradiquer le mal. Vous allez vouloir échapper absolument au malheur. Vous allez refuser la mort. Eh bien, du coup, vous ne vivrez pas pleinement la vie si vous refusez la mort. Vous ne serez jamais vraiment heureux si vous refusez le malheur. Et d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne serez même pas conscient du bonheur sans l'expérience du malheur. Il nous dit nous avons besoin des contraires. C'est parce qu'il y a la nuit que nous pouvons apprécier la lumière. C'est parce qu'il y a la laideur que nous pouvons dire qu'il y a la beauté. C'est parce qu'il y a le malheur que nous pouvons parler du bonheur. C'est parce qu'il y a la mort que nous pouvons conscientiser l'importance de la vie. C'est parce que le mal existe que nous pouvons nous engager à faire le bien et conscientiser ce que c'est que le bien. Je crois que c'est une des pensées les plus profondes que je connaisse. Parce que tellement de gens, et y compris de penseurs, sont dans une pensée dualiste.
où on oppose tout, on refuse la mort, on refuse le malheur, on refuse le mal. Non, nous avons besoin de toutes ces expériences pour grandir en conscience. Et c'est parce qu'il y a ces polarités que l'être humain peut grandir en conscience et être de plus en plus conscient de lui, du monde, de ce qu'est la vie. Et du coup, être non plus dans un refus de quelque chose, mais dans une acceptation de tout, mais dans lequel on intègre les polarités. Donc ça me paraît le premier point. La conscience du bonheur est nécessaire pour être heureux. Parce que c'est comme ça qu'on peut savoir, à travers l'expérience du malheur, que nous sommes dans un état de satisfaction qui nous permet d'apprécier pleinement la vie. Alors ensuite, je dis la conscience d'un état global et durable de satisfaction. C'est très important de comprendre que le bonheur se distingue du plaisir. Puisque je considère, à la suite évidemment de toute une tradition philosophique qui remonte au grec, que le bonheur n'est pas une émotion passagère, mais un état d'être. Un état d'être. Alors que le plaisir, qui est l'expérience de satisfaction que nous faisons tous au quotidien, est passager. Et on voit très bien, j'ai soif, je bois, j'ai une satisfaction, et 2 heures après, j'aurai soif à nouveau. J'aime écouter un morceau de musique, regarder une série, je le fais, j'ai une satisfaction, et puis après, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction immédiate et passagère qu'on appelle le plaisir. Et le plaisir, c'est très important. Et d'ailleurs, on le verra, il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Mais, ne confondons pas le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est cette expérience quotidienne de satisfaction de nos besoins et de nos désirs. Mais comme le dit déjà Épicure, il y a bien longtemps, 2500 ans, autant le plaisir est nécessaire, et en cela il s'oppose à certains philosophes qui prônent l'absence de plaisir, parce que le plaisir est ambigu, le plaisir peut conduire au malheur. Notamment Speusippe, le neveu de Platon, qui lui a succédé à l'Académie. Et Épicure affirme et réaffirme l'importance du plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'associe, Épicure, au plaisir. Et que vous avez plein de restaurants qui s'appellent le Jardin d'Épicure, etc. Sauf qu'il y a un petit malentendu. C'est qu'on a tendance à penser que Épicure, c'est le philosophe de la jouissance à tout crin. Et donc de la grande bouffe. C'est pas tout à fait ça. Parce que autant Épicure réhabilite le plaisir, en disant il est nécessaire de fonder le bonheur sur le plaisir, autant il apporte déjà une distinction importante entre les plaisirs superflus et les plaisirs essentiels, mais surtout il nous dit, et c'est ça qui est très important à comprendre, que pour être heureux, il faut savoir discerner et modérer le plaisir. Le bonheur, qui est un état de satisfaction, vient du fait qu'on est capable déjà de discerner les plaisirs. Alors qu'est-ce que ça veut dire discerner les plaisirs? Le discernement, la phronésis en grec, c'est un état d'intelligence qui nous permet, parce que nous nous connaissons bien, de savoir quel plaisir peut être bon pour nous et jusqu'où l'utiliser. Alors, prenons un exemple très simple. Lorsque nous mangeons, il y a des aliments qui sont bons pour nous et d'autres non. Il y a des aliments qui sont très agréables au goût, mais on peut être malade ensuite parce qu'on est intolérant à tel aliment. Et donc, il faut que chacun d'entre nous arrive à discerner quels sont les plaisirs qui lui conviennent. Et donc discerner si telle satisfaction, telle rencontre, tel aliment, etc., c'est quelque chose qui va lui apporter une satisfaction immédiate, mais aussi qui ne va pas perturber un état plus global, notamment sa santé. Et donc, il s'agit d'apporter un discernement par la connaissance de soi pour ajuster ses plaisirs à sa nature singulière. Ce que Spinoza reprendra très très bien ensuite dans l'éthique en montrant que chacun doit arriver à rencontrer ce qu'il appelle des corps, mais des corps c'est aussi bien des corps physiques que des personnes, que des idées, que des pensées, qui s'accordent à notre nature singulière. Et qu'on doit avoir un discernement rationnel pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis discerner le plaisir, c'est aussi savoir si la satisfaction d'un plaisir immédiat ne va pas détruire un équilibre plus global de ma vie et me conduire à un malheur. Parce qu'il y a des gens qui, pour satisfaire une pulsion immédiate, peuvent bousiller leur vie.
Épicure nous dit que ça s'appelle le syndrome DSK. Alors, on a mis 2500 ans à comprendre ce que veut dire cet acronyme. Eh ben oui, on a vu devant nos yeux, de manière médiatique, mais ça arrive dans la vie pour plein d'anonymes, quelqu'un qui a un plaisir immédiat et sa vie est foutue en l'air. À tout point de vue. Et donc là-dessus, c'est un exemple flagrant, mais on peut tous en voir dans notre vie, de un plaisir qui est très agréable peut-être sur le moment, mais qui produit un désastre sur notre vie. Et donc avoir du discernement. Est-ce que tel plaisir est opportun par rapport à ma vie en général? Et donc on préférera le bonheur au plaisir, c'est un équilibre global et durable, et on renoncera à un plaisir immédiat qui peut détruire cet équilibre. Et puis, avec le discernement du plaisir, il y a aussi la modération du plaisir. C'est-à-dire, au fond, il vaut mieux chercher, je le dis en termes modernes, la qualité à la quantité. Parce que nous pouvons manger quantité d'aliments et être malade après. Ça n'a pas d'intérêt. Nous pouvons manger quantité d'aliments qui ne sont pas de bonne composition, qui n'ont pas des bons nutriments. Et donc, mieux vaut la qualité. C'est-à-dire peu d'aliments, mais de qualité. Ça, c'est une expérience qu'on a tous faite. C'est tellement bon de manger simplement un peu de pain et de fromage et qui sont de grande qualité que de manger évidemment des plats en sauce au restaurant et tout qui peuvent être des fois nous rendre malades ou qui ne sont pas bons pour la santé. Donc savoir aller vers la qualité plutôt que la quantité. Et Épicure, on parle par rapport aux amis. Il nous dit l'amitié demande à se cultiver et on ne peut pas avoir trop d'amis. Qu'est-ce qu'il dirait à l'âge de Facebook, hein, Vous savez que moi j'ai aucun ami sur Facebook. Hein. J'en ai pas mal dans la vie. J'ai déjà pas beaucoup de temps de les voir tous. Mais par contre, sur Facebook, comment voulez-vous avoir des amis sur les réseaux sociaux? Quand on sait que l'amitié se cultive par la rencontre. Comme nous dit Aristote, les amis, ce sont deux personnes qui se choisissent pour un projet commun. Et donc partager quelque chose ensemble, que ce soit les randonnées, chasser, jouer aux cartes ou se marier. Tout ça, c'est un projet commun qui fait que nous avons besoin de cultiver l'amitié, de rencontrer nos amis, de partager des choses avec eux, et ça implique une qualité qui fait qu'on ne peut pas avoir trop d'amis. Et donc la modération accompagne ce plaisir qualitatif, et c'est parce que nous saurons discerner les plaisirs, que nous saurons modérer les plaisirs, que nous arriverons à un état beaucoup plus global et durable de satisfaction qu'on peut appeler le bonheur. Donc le plaisir est nécessaire au bonheur, mais en même temps, il faut savoir le discerner et le modérer. Donc ça, c'est le premier point qui est très important, c'est de distinguer les niveaux, si vous voulez, de satisfaction. Donc il y a effectivement le plaisir, le bonheur qu'on peut considérer comme la conscience d'un état plus global et durable de satisfaction, mais qui est fondé sur le plaisir, qui est discerné, qui est mesuré. Et puis, on pourrait parler de la joie. Et puis, je vais revenir sur le bonheur après. Parce que la joie, c'est aussi une expérience très concrète du bonheur. C'est presque l'incarnation physique, émotionnelle du bonheur. Même si ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on peut y avoir, au fond, je me suis rendu compte que dans l'histoire à la fois de la philosophie et de la spiritualité, il y a deux grands courants qui incarnent le bonheur. Il y a celui qui accentue l'idée que le bonheur est fondé sur la joie, donc une émotion très forte, très profonde, et puis celui qui associe plutôt le bonheur à la sérénité. Et lorsqu'on est chez les stoïciens ou les épicuriens, on est plutôt sur la sérénité, l'absence de trouble, l'ataraxie. On est heureux parce qu'on n'est pas troublé. Parce que plus rien ne peut nous atteindre. C'est la citadelle intérieure de Marc Aurèle. C'est qu'au fond, à l'intérieur de nous, il peut se passer toutes sortes d'événements à l'extérieur, ça ne va pas nous atteindre en profondeur. On va être un peu déstabilisé, on va être dérangé dans nos habitudes, on va sortir, on dirait, de notre zone de confort, mais on ne sera pas bouleversé en profondeur. Il y a quelque chose en nous qui reste profond, stable, une sorte d'équanimité, et ça rejoint tout à fait le bouddhisme. Et là, on voit également qu'il y a dans les philosophies orientales cette même idée que le bonheur est fondé sur une sorte d'absence de trouble, de sérénité. Et on le voit très bien, c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous avons besoin de sérénité, de paix intérieure. Et c'est pour ça que cette quête du bonheur, à travers la recherche de la sérénité, de la paix, c'est une forme d'équilibre que nous recherchons pour
traverser les événements de la vie sans perdre la sérénité. Et ça, c'est une des dimensions essentielles du bonheur. Et puis, il y a une autre dimension où on met plutôt l'accent sur la joie. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver très fortement, par exemple, dans l'Évangile, par rapport au bouddhisme. La joie est beaucoup plus importante que la sérénité. Ce qu'on va retrouver chez Spinoza, chez Montaigne, chez Nietzsche. Et donc, c'est plutôt l'idée qu'il faut cultiver la joie. C'est-à-dire essayer de développer cette émotion profonde qui peut devenir un état d'être. Donc une forme de bonheur stable. Et pour le dire simplement, au fond, on peut comprendre la joie de deux manières. On peut la comprendre d'abord comme... Alors je dirais que la joie par rapport au plaisir, parce que ce sont deux satisfactions qui des fois se ressemblent beaucoup. Un grand plaisir peut ressembler à une petite joie. On pourrait dire que la joie c'est l'octave supérieure du plaisir. Mais il y a quand même une différence fondamentale. C'est que le plaisir, vous le maîtrisez. Vous pouvez vous faire un petit plaisir. Vous aimez le café, vous allez vous faire un café, vous vous faites un petit plaisir, ça marche à tous les coups. Vous aimez fumer, vous fumez une clope, vous avez du plaisir, ça marche à tous les coups. Vous aimez bac, vous mettez du bac, vous avez du plaisir, ça marche à tous les coups. Vous avez soif, vous buvez, etc., etc. On peut programmer le plaisir. On ne peut pas programmer la joie. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais me faire une petite joie. Ou alors, si vous dites à votre conjoint, chérie, je vais me faire une petite joie dans le salon, il va trouver ça suspect. Et donc, finalement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la joie nous tombe dessus. La joie, c'est comme une grâce. Ça nous tombe dessus. Et d'un coup, on est dans la joie, on est submergé de joie, et c'est effectivement beaucoup plus intense que le plaisir. La manière dont Bergson distingue le plaisir et la joie, il nous dit, le plaisir, c'est une ruse que la nature a inventée pour la survie de l'espèce. Si on n'avait pas de plaisir à manger, à boire, à faire l'amour, etc., on ne le ferait pas et on mourrait. Et d'ailleurs, on a découvert que c'était tout à fait juste sur un plan biologique, puisque les neurosciences ont montré que les gens dont le striatum, j'arrive jamais à dire, le striatum, le cerveau primaire, est atteint, cerveau primaire qui nous pousse à chercher du plaisir, c'est le circuit de la récompense, vous savez, qui nous pousse à rechercher la nourriture, la sexualité, en vue notamment de la reproduction, mais bien, on le vit bien au-delà évidemment aujourd'hui, et puis la reconnaissance sociale et la recherche d'informations. C'est notre cerveau primaire qui nous pousse, et il y a un circuit de la récompense qui nous donne de la dopamine chaque fois qu'on satisfait une de ces expériences fondamentales qui a été nécessaire au développement, à la survie de l'espèce. Et bien lorsque les gens, ce cerveau-là est atteint, ils n'ont plus de désir. Ils sont dans un état dans lequel ils se laissent mourir. Et parce qu'il n'y a plus le plaisir, quand le circuit de la récompense de la dopamine est atteint, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de désir, et à ce moment-là, plus rien, tout est indifférent. Et donc il est très important qu'on ait du plaisir, qu'on ait de la satisfaction. Et donc ce que nous recherchons, c'est effectivement une satisfaction qui nous apporte ce plaisir. Et Bergson nous dit, le plaisir c'est une ruse que la nature a inventée pour la survie de l'espèce. S'il n'y avait pas cette satisfaction, on ne rechercherait pas tout ce qui fait qu'au fond on a développé presque des civilisations, etc. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a le circuit de la dopamine, il y a le plaisir. Et la joie, nous dit-il, ce n'est pas du tout la même chose. La joie, c'est une victoire. La joie, c'est un accomplissement. La joie, c'est lorsqu'on réussit quelque chose, lorsqu'on progresse, et lorsque nous avons cette pleine satisfaction, ça nous tombe dessus, c'est au fond une progression de l'élan vital. C'est parce que notre élan vital se réalise, progresse, que nous sommes dans la joie. Et là, on voit que Bergson a très bien lu Spinoza, d'ailleurs, il nous dit qu'on est philosophe, on a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. je lui donnerai assez raison. Et donc, Spinoza, et évidemment avant Bergson, nous a déjà dit la même chose. C'est-à-dire que tout être humain fait un effort pour persévérer et pour grandir dans son être, ce qu'on appelle le conatus, et que chaque fois qu'il progresse, chaque fois qu'il grandit, il est dans la joie. Chaque fois que sa puissance vitale augmente, il est dans la joie. Chaque fois qu'il a plus d'action, qu'il est plus maître de son action, qu'il ne subit plus les situations, il est dans la joie.
Chaque fois que nous subissons, chaque fois que nous sommes contraints, chaque fois que nous ne pouvons pas progresser ou que nous sommes en insécurité dans notre être, nous sommes dans la tristesse. Et il nous dit la joie et la tristesse sont les deux sentiments qui accompagnent la vie humaine, soit dans sa progression, soit dans sa régression. Et donc, il a observé ça et c'est très juste. Et on peut constater qu'effectivement, il y a des expériences qui nous mettent dans la joie parce qu'on grandit. Ça peut être un examen qu'on a réussi, ça peut être une vie amoureuse, une rencontre amoureuse qui fait grandir notre cœur, ça peut être la conscience qui progresse en connaissance, la joie de connaître, qu'on a compris quelque chose. Moi, des plus grandes joies que j'ai eues dans ma vie, des fois, c'est en faisant une thèse ou un truc comme ça, je comprends quelque chose, je n'avais pas compris. Quelle joie! La joie de progresser au piano, etc. Donc chaque fois qu'on progresse, qu'on s'accomplit, qu'on est davantage maître de sa vie, on est dans la joie. Alors que quand on subit sa vie, déjà par nos passions, c'est-à-dire par nos affects que nous ne maîtrisons pas, chaque fois que nous subissons une autorité extérieure qui nous contraint, quand nous ne sommes pas libres, on est dans la tristesse. Et donc c'est fondamental de comprendre que la joie peut venir essentiellement de ce progrès de l'être qui grandit, qui s'accomplit, et à ce moment-là, on ressent cette joie qui accompagne ce progrès, cette croissance de notre puissance vitale. Je dirais également que autant on ne peut pas maîtriser la joie comme le plaisir, autant on peut favoriser un terrain favorable à l'émergence de la joie. Parce que si on ne peut pas dire je vais faire ça, je serai dans la joie, on peut avoir un état d'esprit, une attitude qui favorise l'émergence de la joie. D'abord, évidemment, comme le dit Spinoza, en essayant de développer des idées adéquates qui vont nous permettre d'orienter nos affects vers des choses ou des personnes qui nous font grandir. Parce que la joie viendra aussi des rencontres, essentiellement. Lorsque notre corps rencontre un aliment qui est bon pour nous, on a une forme de joie. Lorsque notre cœur rencontre un être qui est bon pour nous, on est dans la joie. Mais, petite distinction, il peut y avoir des joies passives ou des joies actives. Ah, c'est compliqué, parce que ce serait trop simple. Si on était dans la joie, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux, oui, mais Spinoza nous dit, attention, quand dans l'amour, il y a quand même un petit problème, c'est que nous rencontrons l'autre, avant de le rencontrer directement, nous le rencontrons à travers l'image et les représentations que nous avons de lui. Et c'est pour ça qu'il va définir l'amour comme une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est la définition la moins romantique de l'amour que je connais, mais la plus philosophique. Des fois, romantisme et philosophie ne font pas bon ménage. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Ça veut dire que la joie ne vient pas de la cause extérieure, la personne, elle vient de l'idée que je m'en fais. Et cette idée peut être vraie ou fausse, adéquate ou inadéquate. Et il nous dit bien souvent, elle est fausse. Parce qu'on commence par rencontrer l'autre à travers toutes les projections qu'on fait sur lui. Il dit ça 3 siècles avant Freud. Toutes les projections, c'est-à-dire tout ce qu'on va imaginer qu'il est, en fonction de ce que j'attends, de mes expériences personnelles. Et on sait très bien aujourd'hui, moi j'ai un copain psychiatre qui me dit quand 2 amoureux font l'amour pour la première fois, il y a 8 personnes dans le même lit. Il y a les amoureux, leurs parents respectifs et leurs anciens conjoints. Et tout ça se mélange dans l'inconscient de manière dingue, qui fait qu'on projette un tas de choses, et puis ça marche ou ça marche pas en fonction de toutes ces projections. Et donc il faut faire un gros nettoyage de l'inconscient pour être dans la réalité, finalement, de la rencontre. Et bien souvent, nous commençons par projeter un tas de choses sur les gens avant de les rencontrer, puis on va dire au bout de 3 mois, ou 6 mois, ou 3 ans, ah bah zut, alors c'était pas du tout ce que je pensais. Il m'avait jamais dit qu'il ronflait. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, je suis un winner, je fais du yoga, de la méditation, de la philo et tout. Génial. Puis après, on voit tous les problèmes, tous les défauts. Parce qu'on montre rarement ses défauts et ses fragilités au début. Donc c'est vrai qu'on est un peu complice de tout ça. Et donc après, la réalité nous rattrape. Et puis quand on continue d'aimer l'autre, malgré tous ses défauts qui ronflent, etc., eh ben, c'est qu'on l'aime vraiment. J'ai une amie qui m'a dit un jour, je sais que j'aime mon mari parce qu'aujourd'hui, j'aime autant ses défauts que ses qualités. Après 20 ans de mariage. Donc ça, elle dit, je sais que je l'aime vraiment. C'est vrai. Elle l'aime comme il est. Et pas comme elle aurait aimé qu'il soit. C'est pas le prince charmant. Tu sais, je raconte des fois cette histoire du prince charmant, c'est que, évidemment, le romantisme nous fait que dans la vie amoureuse, on attend toujours la princesse charmante ou le prince charmant. Et j'ai un jour une amie qui a un peu plus de 40 ans, qui est célibataire, me dit, j'ai rencontré le prince charmant. Je dis, oh là là, j'entends Spinoza, je vois pas si.
Et puis elle me dit, il a tout, il est beau, intelligent, riche et formidable, c'est extraordinaire. Tout. Je me dis, dans 3 mois, elle va me rappeler en me disant, ça marche pas du tout. Et puis ça dure un certain temps, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je me dis, bah, formidable, dis donc, j'ai fait une belle rencontre. Puis un jour, elle m'appelle, elle me dit directement au téléphone, le salaud. Je dis, de qui tu parles? Bah, de Jean-Marc. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est marié. Et il ne l'avait jamais dit. Il était tout le temps pris, tout le temps au week-end, en déplacement professionnel, avec un boulot de dingue. Et un jour, j'ai un doute, je fais ma petite enquête, je m'aperçois qu'il est marié. Et je lui dis, est-ce que tu lui as posé la question? Non. Elle lui avait jamais posé la question. Alors d'ailleurs, c'est lui qui lui a dit ça. Il lui a dit, mais tu m'as jamais posé la question. Ça, c'est la bonne foi des hommes. Mais ça l'arrangeait bien, c'est sûr que ça l'arrangeait. Mais elle est complice aussi. Je lui ai dit, mais oui, c'est un salaud, mais tu es idiote. Parce que tu aurais dû lui poser la question à un moment donné à un autre en disant, mais t'es jamais là, t'es peut-être marié, toi. Bon, jamais. Pourquoi elle ne m'a pas posé la question? Parce que par définition, le prince charmant n'est pas marié. Et comme elle voulait rencontrer le prince charmant, elle ne s'est même pas posé la question. Donc vous voyez l'illusion dans laquelle on se met. Et Spinoza nous explique très très bien tout ça. C'est qu'on a besoin d'idéaliser l'autre, on a besoin de s'illusionner, on est dans notre imaginaire. Et on est dans nos passions. Et donc il faut quitter ça pour être dans la réalité de la rencontre. Et il y a beaucoup plus de joie d'être dans la réalité de la rencontre quand ça marche bien. Parce qu'il y a des gens qui ça ne marche pas du tout, il vaut mieux se séparer. Et donc Spinoza nous dit, nous allons passer de la joie passive à la joie active, lorsque nous laissons tomber les illusions et que nous continuons d'aimer l'autre pour ce qu'il est, et pas pour ce que nous imaginons qu'il est. Et par contre, si l'autre ne nous convient pas du tout, qu'on s'aperçoit au bout de 6 mois ou 3 ans, on dit que l'amour dure 3 ans. C'est la passion qui dure 3 ans, c'est pas l'amour. L'amour, ça peut durer toute la vie, et peut-être plus. Donc au fond, la passion, elle est courte parce qu'on s'illusionne. Mais quand la passion est retombée, il y a 2 solutions. Ou alors, l'amour profond prend le relais de la passion, c'est-à-dire une vraie amitié avec l'autre, parce que l'amour, y compris dans le couple, c'est aussi de l'amitié. Comme le dit Aristote, philia, c'est vraiment de l'amour d'amitié qui fait qu'on est complice, qu'on se choisit mutuellement pour faire des choses ensemble. Et donc, dans tout amour qui dure, il y a Eros, il y a de la passion, il y a du désir, et puis il y a philia. Il y a de l'amitié, il y a de la complicité, il y a quelque chose qui dure, qui fait qu'on aime l'autre pour lui-même, comme nos amis. Et donc cette amitié profonde, c'est ce qui fait durer les couples. Et donc, soit effectivement on se désillusionne, soit ça marche, ça dure, on est dans l'amitié profonde, soit on se désillusionne, puis on voit que rien ne colle, qu'on n'est pas fait du tout pour être avec cette personne. Et alors Spinoza nous dit, à ce moment-là, bien souvent, lorsqu'on est dans la joie passive, la désillusion, l'amour se transforme en haine. Mais on a vu ça très souvent. Les couples qui sont dans la passion totale et après qui se déchirent pour pleurer. Surtout s'il y a des enfants. Qui sont pris en otage dans cette espèce de désillusion de la passion. Et Spinoza donne comme définition de la haine, vous allez voir, c'est très simple, une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez, c'est l'inverse de l'amour. Joie liée à l'idée d'une cause extérieure, tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Et donc finalement, on passe vite de l'amour à la haine. Donc voilà, la joie pour Spinoza, c'est soit une joie passive et puis on repart dans le réel après qui nous rattrape, soit une joie active. Et une joie active, c'est une joie qui est liée à une idée adéquate. Nous avons une idée juste de l'autre, ou de la réalité, ou de la nourriture, ou de tout ce que nous rencontrons qui nous met dans la joie. Et il nous dit que la joie active, elle est éternelle. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que lorsqu'on aime quelqu'un, pour de vrai, on l'aime toujours. Même si on se sépare un jour, on continue de l'aimer. On continue de l'aimer parce qu'on l'a aimé vraiment, pour ce qu'il est, pas uniquement pour ce qu'il nous apportait, parce qu'il répondait à un besoin, un manque, une béquille, etc. Non, on l'aime pour qui il est. Et des fois, nos chemins se séparent, parce que pour plein de raisons, on peut se séparer, parce qu'on a évolué un peu autrement, etc. et tout. Mais au fond, on aime toujours les gens qu'on a aimés vraiment. Et c'est pour ça que l'amour et comme la joie, sont éternels. C'est un sentiment qui ne nous quittera jamais lorsqu'il est fondé en vérité. Alors, vous voyez, on a la joie. Alors, je n'ai pas fini sur la joie. Je vous disais, donc, on peut comprendre la joie comme la joie spinoziste, c'est-à-dire liée à des idées adéquates et qui nous permettent de grandir, de nous accomplir, de nous réaliser profondément. Mais on peut comprendre aussi la joie, je le disais, comme un terrain où on va favoriser l'expérience de la joie. Et le terrain, moi je vous donne quelques petits exemples parce qu'ils sont concrets.
Une des choses essentielles pour que la joie puisse advenir, encore une fois, vous n'allez pas la programmer, mais elle pourra venir, c'est la qualité de présence. La qualité de présence à soi-même, aux autres et au monde. Lorsque vous vous promenez dans la nature, là, vous avez la chance de vivre devant la chaîne des Pyrénées, c'est tellement beau. Lorsque vous vous promenez et puis que vous pensez à votre feuille d'impôt que vous n'avez pas remplie, aucune joie peut advenir. Mais si vous promenez et vous êtes totalement présent, en regardant le paysage, en contemplant la lumière, en écoutant le chant des oiseaux, mais une joie extraordinaire peut vous tomber dessus. Moi, ma première grande expérience de joie, je l'ai eue enfant dans la nature. Où je devais avoir 7-8 ans et j'étais dans une clairière dans la forêt qui était à côté de là où j'habitais. Et il y a eu à ce moment-là une espèce de lumière qui a traversé la clairière et c'était féerique et j'ai pleuré. J'avais un amour dans mon cœur. D'ailleurs, je dis que la première fois que je tombe amoureux, c'est de la nature. C'était tellement beau, j'en ai pleuré. Et c'était une joie immense. Donc la beauté nous met dans la joie. Pour voir la beauté, il faut être totalement présent. Pareil, présence aux autres. Si vous êtes avec un enfant qui vous fait un merveilleux sourire et vous ne le voyez pas parce que vous êtes préoccupé, il ne se passera rien. Mais si vous êtes totalement présent à ce sourire de votre enfant, vous allez avoir une joie extraordinaire. Mais ça peut être une personne que vous croisez dans la rue, un inconnu qui vous sourit. Mais des fois, ça donne de la joie. Et donc, voilà, la joie vient beaucoup de la qualité de présence. La joie vient aussi beaucoup de la bienveillance. Les bouddhistes nous disent le meilleur ami de la joie, c'est la bienveillance. Le pire ennemi de la joie, c'est la malveillance. La malveillance, vous savez, c'est un peu penser et dire du mal d'autrui. C'est se réjouir du malheur d'autrui. Ça donne des petits plaisirs. C'est vrai. Il faut le reconnaître. J'admets, j'avoue même, que de temps en temps, on a un petit plaisir à se dire, ah bah tiens, tel concurrent s'est cassé la figure, telle personne que j'aime pas du tout, il lui est arrivé une petite tuile, bon, ça nous fait un petit plaisir. Et on a des pensées, des fois, et des paroles un peu malveillantes, hein, c'est très humain. Et bien pourtant, ça bloque la joie. Aucune joie peut advenir, plein de petits plaisirs, mais pas de vraie joie. Les grandes joies viennent de la bienveillance, du don. Lorsqu'on pense positivement à des gens, lorsqu'on se réjouit qu'il leur arrive quelque chose de positif, on peut être dans la joie. C'est plus que le plaisir. Et il suffit de le voir, même avec des inconnus. Je vais prendre un exemple, les otages. Regardez, essayez de vous souvenir, quand il y a eu des longues prises d'otages, et d'un coup les otages sont libérés, qu'ils arrivent, qu'on les voit à la télé, embrasser leurs proches, tout le monde pleure, mais on pleure aussi. On est dans la joie. Il y a une empathie qui fait qu'on est dans une joie extraordinaire de la libération d'un inconnu. Quand on apprend qu'un enfant qui était coincé sous des décombres pendant 3 jours est sauvé, on en pleure de joie. C'est extraordinaire l'empathie qu'on peut avoir par rapport, et ça c'est la bienveillance. On se réjouit du bonheur d'autrui. La bienveillance nous met dans la joie. Le don nous met dans la joie. Il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi je m'en suis rendu compte, c'est une phrase de l'évangile, hein, mais je m'en suis rendu compte, je devais avoir 12-13 ans. Et vous savez, c'était la mode, alors ceux qui sont jeunes n'ont pas connu ça, il y a eu dans les années 70 une série de modes. Il y a eu la mode des salopettes, vous avez connu, la mode des sabots suédois, vous avez connu parce que vous avez à peu près mon âge en majorité, et puis il y a eu la mode des ponchos. Voilà. Alors là, je vais vous parler de la mode des ponchos. Alors la mode des ponchos, c'était... mon père avait été au Mexique, il m'avait ramené en pleine mode des ponchos, un magnifique poncho mexicain. Alors j'étais trop fier. C'était le plus beau poncho du monde. Je me suis dit, quand les copains à l'école vont voir ça, ils vont être bluffés. Et puis je voulais l'essayer dès le soir, c'était l'hiver, je sors, c'est très froid dehors. Je sors avec mon magnifique poncho pour un peu triompher dehors. Et puis à ce moment-là, je ne fais pas 200 mètres que je vois un clochard qui a froid. Il me regarde avec un regard, et là je sens qu'il veut mon poncho. J'ai une espèce de tressaillement de conscience, un combat intérieur, c'est le combat intérieur, et là c'est plus fort que moi, je lui donne mon poncho. À ce moment-là, il me regarde avec un regard qui fait que j'ai pleuré et lui aussi. Et il y a une joie qui m'est tombée dessus, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est une des plus grandes joies de ma vie, je m'en souviens encore. Et j'étais heureux comme tout de me débarrasser de mon poncho. C'était inimaginable. Mais la vie m'a fait ce cadeau extraordinaire de me montrer, à l'âge de 12 ans, qu'il y avait une joie incommensurable à donner quelque chose qui nous est précieux pour aider quelqu'un qui en a plus besoin que nous. Et ça m'a servi toute ma vie.
Et du coup, j'ai compris qu'il y avait cette loi à l'intérieur du cœur humain qui fait qu'il y avait de la joie à donner, qui fait que l'altruisme nous rendait heureux. Donc une des conditions du bonheur, c'est l'altruisme. Les gens égoïstes ont des petits plaisirs, ils n'ont pas de grande joie. Les gens égoïstes ont du plaisir, ils n'ont pas de bonheur. Le bonheur vient essentiellement, il vient de beaucoup de choses, mais il vient beaucoup de l'altruisme, du lien avec les autres, qui fait qu'on est heureux de les rendre heureux. C'est extraordinaire, c'est une loi du cœur humain. C'est quelque chose qu'on l'a démontré, on le sait depuis toujours, ça traverse toute l'histoire de la littérature. On l'a démontré aujourd'hui scientifiquement avec des expériences de neurosciences depuis 30 ans. Mathieu Ricard a fait un livre de 1000 pages là-dessus, qui est extrêmement documenté. On l'expérimente tous. L'altruisme nous rend heureux. Faire du bien aux autres nous rend heureux. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, quand on dit il vient où le bonheur, il vient d'où? Ben, il vient beaucoup de cet échange d'amour que nous avons avec les autres. Je pense que l'amour, c'est la première condition du bonheur. Et que quand nous avons une qualité de lien affectif, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour amoureux, que ce soit de l'amour avec nos enfants, peu importe. L'amour avec un clochard. Quand vous avez, quelle que soit la rencontre, la personne, une qualité de rencontre, qu'il y a des liens qui se créent, eh bien l'amour, je crois, c'est vraiment une des conditions les plus importantes du bonheur. Et d'ailleurs, on a fait une enquête, un institut américain a fait il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, une enquête dans 50 pays du monde, avec des sondages, 3000 personnes selon les quotas, représentation, etc. et tout, en posant la question, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et les gens pouvaient cocher parmi 50 trucs. Eh bien, les 3 expériences, dans 50 pays du monde, alors des pays pauvres, des pays riches, des pays en voie de développement, c'est très représentatif de la planète. Eh bien, numéro 1, l'amour. Ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait universel. Les gens vous disent, on ne peut pas être heureux sans amour. Et d'ailleurs, quand on fait un atelier de philo avec les enfants, et là je m'adresse aux éminents spécialistes qui sont devant moi, notamment Jean-Charles Pétier et Michel Tozzi, on a tous expérimenté que quand on dit à des enfants, surtout de 6, 7, 8 ans, les petits-enfants, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Ou qu'est-ce qui est le plus important pour être heureux? Mais c'est toujours l'amour. C'est l'amour, c'est la famille, c'est les liens avec les autres qui revient. Et puis quand on fait l'atelier vers 13-14 ans, l'argent prend beaucoup plus de place. C'est là qu'on voit que l'âge est assez déterminant. Et puis après, l'amour revient. Vous voyez, il y a des âges comme ça. Mais l'amour, c'est vraiment la condition la plus importante du bonheur. Et puis d'ailleurs, dans ce sondage, qu'est-ce qui vient en 2, à votre avis? La santé, absolument. La santé. Et des conditions fondamentales du bonheur. C'est beaucoup plus facile d'être heureux quand on est en bonne santé qu'en étant en bonne santé. Et ça, tous ceux parmi vous qui ont connu des épreuves de santé, des maladies longues, des maladies chroniques, des grandes épreuves de santé, ben on se rend compte que c'est très dur d'être heureux quand on est en très mauvaise santé. Ça demande d'aller chercher beaucoup plus profondément des ressources pour garder le bonheur, et c'est l'amour qui, le plus souvent, nous permet de le conserver. Ou d'avoir encore ces étincelles de joie dans nos vies, alors que la souffrance est quotidienne. Donc la santé, condition essentielle du bonheur. Et puis troisième chose, et c'est le trio gagnant partout, dans le monde entier, troisième chose, faire une activité qu'on aime. Aimer son travail. Parce que l'être humain, on le sait, hein, depuis Aristote, et c'est tellement vrai, pour s'accomplir, a besoin de travailler. Et que le travail, c'est une forme de réalisation de soi. On a besoin d'agir aussi sur le monde, on a besoin d'avoir une activité aussi qui nous donne une certaine image sociale. Enfin, pour plein de raisons, le travail est nécessaire à l'équilibre humain. Alors, quand on a bossé toute sa vie, on est content de plus bosser. Hein. Mais, quoique, moi je connais beaucoup de retraités qui me disent, mais putain, j'ai besoin de faire quelque chose. Parce qu'on a besoin de... Voilà, on va bricoler, on va... Mais donc on a besoin de travailler. Et le travail, l'activité, mais faire un travail qu'on aime. Évidemment que si on fait un boulot qu'on n'aime pas, on est malheureux. Donc, vous voyez, le bonheur vient beaucoup de ces 3 expériences fondamentales, l'amour, la santé, une activité qu'on aime. Et là, on rejoint le processus d'individuation de Jung. On est heureux, on est dans la joie, parce qu'effectivement, on sait qui on est et ce qui nous convient. Et donc, on va trouver, discerner un travail qui nous convient, une qualité de relation affective qui nous convient, et faire ce qu'il faut pour prendre soin de nous et de notre santé. Et Jung nous dit, très souvent, le processus d'individuation, il démarre entre 35 et 50 ans. Une fois qu'on a pu le nez dans le guidon, parce qu'avant on a le nez dans le guidon, hein, on fait des études, il faut trouver un job,
on construit sa vie affective, on construit une famille, puis on n'a pas le temps de respirer. Puis à un moment donné, on arrive au milieu de la vie, vers 40 ans, hein, c'est la moyenne, 42 ans, et là, pof, on se dit, mais au fond, pourquoi je vis? Qu'est-ce qui me convient vraiment? Est-ce que j'ai fait le bon boulot? Et le nombre de gens qui changent de métier au milieu de la vie, qui se reconvertissent dans autre chose, qui leur convient beaucoup mieux. Le nombre de gens qui divorcent. Le nombre de gens qui se réorientent ou qui commencent à prendre soin d'eux, à faire du sport, etc. Et on se rend compte qu'effectivement, le milieu de la vie, c'est souvent un basculement vers le processus d'individuation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me convient vraiment? Qui je suis? Quelles sont les rencontres qui me rendent heureuse et celles qui me rendent malheureuse, etc. Et donc, c'est... Alors Jung nous dit c'est arrivé au milieu de la vie parce qu'on a moins le nez dans le guidon, c'est vrai qu'on commence à prendre du recul, on a de l'expérience, on sait mieux qui on est, et puis la mort commence à être présente. Parce qu'on bascule vers la deuxième partie de notre vie et on se dit bah, l'horizon maintenant, c'est la mort, nos parents peuvent décéder, etc. Et donc, quelque part, l'intégration de la mort dans notre conscience nous rend urgent le besoin de faire des choses importantes et essentielles. Ça me rappelle un atelier philo aussi, avec des enfants que j'avais fait à Mouansartou, des enfants de CM1, c'est-à-dire à peu près 9-10 ans. J'avais posé la question, mieux vaut-il être mortel ou immortel? Question. Et je m'attendais, c'était le premier que je faisais sur ce thème, je m'attendais à ce que la majorité des enfants répondent immortel. Parce qu'ils jouent avec un tas de jeux vidéo, il faut gagner des vies, etc. Je me suis dit, bon, ça doit être... Puis après, a priori, c'est sympa d'être immortel, pourquoi pas, quoi. Eh bien, écrasante majorité des enfants, il vaut mieux être mortel. Alors pourquoi? Première réponse, parce qu'on serait beaucoup trop nombreux sur Terre. C'est tellement évident. Non mais des fois, on n'y pense pas. Mais la vie a besoin de la mort. Vous imaginez que tous les gens qui nous précèdent sont encore là, tous les animaux. La Terre est trop petite. Et donc la vie sur Terre implique la nécessité de la mort pour laisser la place au suivant. Bon, implacable. Après, pourquoi? Ben parce que les méchants seraient encore là. Et il y aura encore Napoléon qui ferait des guerres en Europe et Hitler qui persécuterait les gens. Donc il vaut bien mieux qu'ils soient morts, ces gens-là. Et puis, troisième réponse, parce que si on n'était pas mortel, on remettrait à plus tard des choses importantes. Ça, je crois que c'est très profond. Et une petite fille de 9 ans qui dit ça, je me dis, elle a tout compris. Parce que si on était mortel, on dirait on a le temps. Et donc, on se distrairait éternellement. Alors que là, on se dit, il y a des choses importantes à faire. Il faut que je fasse un travail sur moi, il faut que je m'améliore, il faut que j'apprenne à savourer le bonheur. Donc, il y a quelque chose à grandir. Et puis, il y a des choses essentielles et des choses qui ne sont pas. On revient à Épicure. Il y a des choses superflues, des choses essentielles. Allons à l'essentiel. Allons vers les valeurs les plus importantes pour nous. Essayons de nous engager, faire quelque chose de notre vie, être utile aux autres. Bien, si on était immortel, on ne ferait pas tout ça. Et donc là, il y a cette idée que la mortalité nous rappelle à l'essentiel. Et je crois que c'est aussi quelque chose de tout à fait vrai, c'est que nous avons encore une fois besoin de la mort pour quelque part savourer le bonheur. Ce que je disais tout à l'heure hein, sur les contraires. Donc nous avons toutes ces expériences, hein, l'amour, la santé, le travail, qui sont des expériences concrètes de réalisation du bonheur qui sont essentielles. Attendez, je bois un coup. Ça c'est important aussi. Alors si on avait posé à Aristote la question d'où vient le bonheur, il est où le bonheur, il nous aurait dit qu'il vient de 3 lieux différents. Il vient des causes extérieures, le pays où je suis né, la famille où je suis né, etc. Il vient ensuite de la chance, et il vient ensuite de nous-mêmes et de nos choix de vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une chercheuse américaine de Californie qui a fait beaucoup de recherches sociologiques et qui nous dit au fond, si on interroge les individus, on voit qu'il y a 3 causes principales du bonheur, les causes extérieures, et elle dit 10%. La génétique, et la génétique c'est ce que Aristote appelle la chance. Avoir une bonne constitution, un bon tempérament, des bonnes gènes, être plutôt optimiste que pessimiste, ça aide à être heureux. Voir plutôt les choses positives, avoir une bonne santé, tout ça c'est la génétique, et c'est la chance. Et ça nous dit c'est à peu près 50%.
Et le reste vient des choix que nous allons faire de notre vie. Vient de nous-mêmes, finalement. Et donc on pourrait dire, pour 40%, le bonheur s'apprend. Et ça rejoint tout à fait ce que dit Aristote. Il nous dit les causes extérieures, ça compte très peu dans le bonheur. Autrement dit, la proposition du bonheur est donnée quasiment à tout le monde sur Terre, quelles que soient les conditions, les milieux de vie, et on l'a tous vu. Parce que nous, en France, on va dire, attends, pour être heureux, il faut naître dans un pays démocratique, il faut un haut niveau de vie, une bonne éducation, des conditions écologiques satisfaisantes. Ça, c'est les critères de l'ONU du bonheur. Les critères de l'ONU, il faut que tout soit parfait. Sinon, on ne peut pas être heureux. Et puis, vous apercevez que dans les pays qui ont le plus fort taux de critères de l'ONU du bonheur, c'est là qu'il y a plus de suicides. Danemark. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ça suffit pas. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toutes les conditions extérieures du bonheur et ne pas être heureux. Et donc, on voit qu'à l'inverse, donc les conditions extérieures, c'est 10%. C'est très important, évidemment, qu'on préfère vivre dans un monde démocratique, écologique, éducatif, etc. Bien sûr, c'est des conditions très importantes. Mais ce n'est pas déterminant. Ce n'est pas parce que ça qu'on serait heureux. Et inversement, des gens qui vivent à la limite du seuil de pauvreté, dans des pays où il n'y a pas de démocratie, ou peu de démocratie, sans être dans des dictatures absolues, c'est encore autre chose, et puis qui ont un système éducatif encore défaillant, peuvent avoir une proposition du bonheur. On le voit quand on voyage en Afrique, en Asie, dans plein de pays comme ça. Vous avez plein de gens heureux. Et qu'est-ce qui les rend heureux? C'est d'autres choses. Déjà, c'est leur croyance, c'est leur foi, c'est leur confiance dans la vie. C'est aussi la solidarité, le lien extraordinaire qu'il y a entre eux. Et donc on voit qu'il y a d'autres choses qui sont essentielles pour créer le bonheur et qui ne sont pas uniquement liées, effectivement, aux causes extérieures objectives. Et on connaît des gens qui ont tout et qui sont malheureux et qui ont envie de se suicider. Et puis des gens qui n'ont pas grand-chose et qui sont très heureux. Donc là on voit qu'il faut faire attention. On aurait tendance spontanément à dire pour être heureux, il faut avoir de l'argent, il faut dire, c'est pas si important. Bon, l'argent, c'est pas non plus indifférent. C'est évident qu'avoir un minimum de sécurité, de confort et de liberté qu'apporte l'argent, c'est très utile. Et ça conditionne évidemment notre bonheur. Mais encore une fois, vous avez des gens qui ont tout ça, qui ne sont pas heureux, et des gens qui n'ont pas tout ça, qui sont heureux. Donc il ne faut pas en faire un déterminant. Mais c'est un conditionnement. Et c'est vrai que quand on a suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un cadre de vie dans lequel on aime vivre, pour pouvoir avoir la liberté aussi peut-être de faire un métier qu'on aime, et puis de pouvoir voyager, de pouvoir avoir un minimum de moyens qui nous donnent accès à une forme de liberté, c'est important. D'ailleurs, quand on fait des ateliers philo avec les enfants, ils vous disent tout de suite, hein, il faut un peu d'argent, mais pas trop. Je ne cherche pas Michel, c'était dû avoir souvent cette expérience. C'est que l'argent, oui, mais trop, non. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent parce qu'on a trop d'argent, on pense qu'à soi. Et on en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. Combien de fois j'ai entendu les enfants dire ça? Mais c'est tellement vrai. On n'est jamais satisfait. Et comme on n'est jamais satisfait, on n'est jamais heureux. Je crois que c'est peut-être le premier atelier de philo que j'ai fait. C'était en Corse, dans un petit village, à Albalunga, pour ceux qui connaissent. Et donc, je pose, les enfants disent de quoi vous voulez parler, ils disent du bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et puis, les enfants, c'était des petits, hein, c'était 6-7 ans, c'était un mélange de CP, CE1. Et donc, c'est quoi, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et puis, progressivement, les enfants commencent par des exemples. Ah ben, quand je veux faire un câlin à maman, je fais un câlin à maman, je suis heureux. Quand j'ai une glace, etc. Bon, puis ils élaborent un peu plus. Ah ben, au fond, c'est la satisfaction de nos désirs qui nous rend heureux. Et puis, il y a un petit garçon qui dit, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, ça devient intéressant. Vous savez, les philos, c'est quand il y a du désaccord que ça devient intéressant. Et donc, je lui dis pourquoi. Il dit, ben, moi, en fait, je me suis rendu compte que quand j'avais quelque chose, j'étais pas content parce que je voulais autre chose. Quand j'avais un jouet, j'en voulais un autre. Donc, il me dit, il avait 7 ans, j'ai pris conscience à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Alors, je lui dis, tu t'appelles Sénèque? Il me dit, non, Julien. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que au-dessus du village, il y a la tour de Sénèque, hein, où il était enfermé en Corse, exilé en Corse. Julien. Et le petit garçon, petite parenthèse, le soir, il est rentré chez lui. Il a dit, maman, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie.
Alors ça, je dis merci à tous ceux qui ont inventé la philosophie avec les enfants, et je salue encore une fois Michel Tozzi, Jean-Charles Pétier, qui sont des pionniers de la philosophie avec les enfants. C'est vraiment un travail formidable. Parce que les enfants sont tellement heureux de faire de la philosophie, de penser par eux-mêmes, qu'ils puissent développer une pensée, la partager avec les autres. Et une fois une petite fille, à la fin d'un atelier de philo d'une année entière sur la classe, et d'ailleurs vous le verrez dans le cercle des petits philosophes, elle dit, en fond, ce que j'ai appris, c'est qu'on pense mieux ensemble. Et ça, c'est tellement profond d'avoir découvert ça. Et donc, pourquoi je dis tout ça là? Je suis parti dans quoi là? Je suis parti dans le désir. Et donc, au fond, bien des choses qui peuvent nous rendre malheureux, c'est effectivement l'insatisfaction permanente de l'être humain. Parce que nous sommes des êtres de désir. Et je vous disais, notre cerveau primaire nous pousse à désirer. Toujours plus. Et on a de la dopamine lorsqu'on a accès, lorsque nos désirs sont satisfaits. Et on cherche toujours ça. Et donc, notre cerveau nous pousse à désirer sans cesse et sans limite. C'est ce que le chercheur en neurosciences Sébastien Boller appelle le bug humain. Et je vous conseille vivement son livre. C'est un livre qui s'appelle Le bug humain, où il montre comment notre cerveau est fait pour aller vers toujours plus. Et qu'il a trouvé un formidable allié avec l'ultralibéralisme. Le capitalisme ultralibéral, dans lequel on nous pousse à consommer toujours plus. Et toute la publicité est faite pour ça. Vous serez plus heureux parce que vous aurez une plus grosse maison, une plus grosse voiture, une grosse montre, etc. C'est totalement l'idéologie dans laquelle on est. On est complètement formaté par ça, avec la publicité, le marketing, etc. Et en plus, non seulement on est formaté pour consommer toujours plus, donc c'est sans fin, mais aussi on est formaté par toute la publicité et le marketing, et ça correspond aussi à notre cerveau, par nous comparer aux autres. Et notre bonheur vient de la comparaison, ce qu'on pourrait appeler le désir mimétique. Je désire quelque chose parce que quelqu'un l'a, ou je désire le désir de l'autre. D'ailleurs, le désir mimétique, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas uniquement dans la publicité. Notre cerveau humain est formaté comme ça parce que les enfants commencent toujours par du désir mimétique. Je veux ce que mes parents ont, ce que mes copains ont, etc. Et on le voit si vous regardez la littérature du 19e siècle, qui est une littérature psychologique extraordinaire. Eh bien, qu'est-ce que nous montre Flaubert dans Madame Bovary? C'est qu'elle construit sa vie sur les romans qu'elle lit. C'est du désir mimétique. Qu'est-ce que nous montre Stendhal, notamment dans Le Rouge et le Noir? C'est qu'on construit sa vie sur... On désirait ce que les gens qu'on admire et qui ont réussi désirent. Qu'est-ce que nous montre Proust dans La Recherche du temps perdu? C'est effectivement que le petit Marcel, il désire ce que les gens qui l'admirent désirent. Et donc le désir de l'enfant est très souvent mimétique. Avant de devenir un désir personnel, spontané, il est d'abord mimétique. Et puis après, les deux vont se mélanger. Mais la place du désir mimétique est fondamentale. Et quelqu'un qui l'a très très bien montré, c'est René Girard, dans son livre Mensonge romanesque et vérité... Non, mensonge romantique et vérité romanesque. C'est-à-dire qu'il oppose le mensonge romantique qui nous dit que le désir est totalement spontané à la vérité romanesque, en citant tous les ouvrages et plein d'autres que je viens de citer, Don Quichotte, etc., qui nous montrent que le désir est essentiellement mimétique. Et donc le désir, et le cerveau humain, nous montre Sébastien Boller, il fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que nous avons plus de satisfaction lorsque nous possédons davantage que ce que les autres ont. Et il y a des expériences qui ont été faites où on a proposé à des gens de gagner telle rémunération dans une entreprise dans laquelle ils étaient les mieux payés, ou de gagner plus ailleurs, mais il y avait des gens qui gagnaient plus. Et bien ils préfèrent être les mieux payés. C'est la comparaison qui est le plus importante. Plutôt que d'être le moins payé dans une entreprise où je gagne dans l'absolu plus qu'ailleurs. Parce que je suis malheureux qu'il y ait d'autres gens qui gagnent plus à côté de moi. Et donc, c'est extraordinaire de voir comment nous nous comparons et comment nous avons besoin d'avoir ce que les autres ont, de désirer ce que les autres désirent. Et tout le marketing, depuis les années 30, est fait là-dessus. Il y a eu des rapports, le rapport fait au président Ouvert, dans les années 30, où c'était des actes fondateurs de la publicité qui expliquent qu'il faut dire aux gens, pour vendre un produit, il faut dire à la ménagère qu'elle va avoir un frigidaire plus grand que sa voisine et que sa voisine va être jalouse. Il faut dire au monsieur qu'il va avoir une voiture plus belle que son voisin et que son voisin va être jaloux. Et donc toute la publicité s'est construite sur la comparaison. J'ai plus, j'ai mieux que le voisin, ou que mon beau-frère, ou que ma belle-sœur. Ça tape dans le mille. Et ça, c'est notre cerveau. Aujourd'hui, on l'a démontré. Les philosophes en parlent depuis toujours.
les stoïciens nous parlent parfaitement du désir mimétique, de la comparaison, etc. Et Sénèque nous dit, si tu veux être malheureux, compare-toi. Donc on le sait, mais ça a été démontré aujourd'hui par les neurosciences que c'est un fonctionnement du cerveau naturel. Et pourquoi Sébastien Boller nous dit que c'est un bug? C'est parce que le problème, c'est que c'est sans fin. Et qu'aujourd'hui, on détruit la planète et on va la rendre inhabitable pour nos descendants à cause de cet désir incessant d'avoir toujours plus. Et que rien, nous dit Sébastien Boller, dans le cerveau, n'arrête ça. Alors nous avons le cortex qui est la partie haute du cerveau, qui s'est énormément développé chez l'homme, contrairement aux autres animaux, ce qui fait que nous avons développé une intelligence symbolique, une capacité technologique, etc. Donc, mais il nous dit le problème, c'est que notre cortex, on l'utilise le plus souvent pour nous donner les moyens d'assouvir nos désirs. Et il nous dit, le capitalisme, ça résume ça. On a développé notre intelligence pour créer une abondance de biens, des technologies de plus en plus puissantes pour assouvir nos désirs primaires. De notre striatum, j'arrive jamais à le dire, c'est-à-dire de notre cerveau primaire qui, lui, n'a pas de limite. C'est lui qui nous guide, on veut toujours plus, et on a mis notre cortex au service du toujours plus. Et c'est le capitalisme ultralibéral triomphant. Et il nous dit, il faut sortir de ça. Mais rien ne nous permet de le faire, et il est très inquiet, hein, c'est quelqu'un de très pessimiste, parce qu'il nous dit, le problème c'est qu'on utilise plutôt notre cortex pour ça. Alors moi je dis oui, il y a quelque chose qui nous permet de le faire, qui est l'esprit. Alors l'esprit, est-ce qu'il est uniquement dans notre cerveau? Est-ce que c'est dans notre cortex qu'il y a une part de conscience et de responsabilité qui va nous amener à nous limiter? Ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Je n'en sais rien. Parce que ça peut venir d'ailleurs. Il peut y avoir... L'esprit n'est pas forcément dans le cerveau. Il peut y avoir quelque chose dans l'humain qui n'est pas réductible à la matière ou au cerveau. C'est un grand débat qui traverse l'histoire des philosophies et des religions. Est-ce que l'esprit est uniquement dans la matière ou pas? Je ne vais pas trancher, parce que là ce sera un autre débat. Mais en tout cas, nous avons des forces de l'esprit qui peuvent nous permettre de nous limiter. Et pour des raisons de responsabilité, nous pouvons nous limiter et décider de ne plus consommer autant, de ne pas chercher à avoir une voiture plus grosse que celle du voisin, une maison plus grosse, etc. Et de sortir du désir mimétique. Parce qu'évidemment, le désir, ce qui complique tout, c'est qu'il est aussi mimétique. C'est-à-dire que nous désirons posséder ce que les autres possèdent, voire un peu plus. Et que l'être humain, il se satisfait lorsqu'il a autant, sinon plus, que ses voisins. Mais ça, c'est terrible, parce que c'est sans fin. Il y a toujours quelqu'un qui possédera plus que vous. Et donc le désir est sans fin. C'est infini. Et donc c'est vrai que ce désir mimétique, qui est d'ailleurs tout à fait essentiel, enfin, quelque part, heureusement qu'il existe, le désir mimétique, c'est ce qui fait qu'on a envie de ressembler aux adultes aussi, qu'on a envie de... On va apprendre des valeurs, grâce au désir mimétique, on peut développer une créativité. Grâce au désir mimétique, on va pouvoir vouloir ressembler à des modèles. Ça peut être très positif. C'est un moteur. Mais en même temps, c'est terrible. Parce qu'il faut, à un moment donné, pouvoir en être conscient et ne pas uniquement chercher à calquer nos désirs sur le désir des autres. Même si c'est très présent. Proust le montre très très bien. À quel point on cale, le petit enfant, il calait ses désirs sur le désir des gens qu'il admirait. Et donc, il voulait voir telle représentation théâtrale parce que monsieur un tel qu'il admirait aimait cet artiste. Et même s'il était très déçu après, il était quand même impressionné parce qu'il se disait je désire ce que quelqu'un que j'admire désire. Et donc le désir mimétique, c'est fondamental. Et on le voit, les enfants sont énormément dans le désir mimétique. On désire ce que nos parents désirent et après on désire ce que nos copains désirent quand on est adolescent. Mais c'est sans fin. Donc on voit que le désir, je vous parle un peu du désir, c'est le thème de mon prochain bouquin. Donc j'ai un peu de temps. Mais c'est passionnant le désir. Et le désir, c'est le moteur de nos vies. Comme dit Spinoza, c'est l'essence de l'être humain. C'est parce qu'on désire qu'on est... C'est peut-être le désir qui nous distingue le plus des autres animaux, parce que notre désir est infini. On a un désir infini de connaissance. On a un désir infini d'amour, ça c'est super. Mais on a un désir infini de posséder. Ça c'est un vrai problème. Et on a le désir de posséder plus que les autres. Désir mimétique. Ça c'est un autre problème. Et donc on voit que le désir c'est vraiment quelque chose d'humain, de fondamental, mais qui pose plein de problèmes. Mais c'est un autre sujet.
J'en reviens, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Le bonheur. Parce que je pars dans des trucs, je sais plus ce que je dis. Donc le bonheur, on a combien de temps encore? 6 minutes. Non mais après on va débattre. Hein. Donc on va continuer la conversation. Alors en 6 minutes, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur le bonheur? Bon, on va dire un petit mot, bonheur individuel et bonheur collectif. Parce que il y a des gens qui vous disent on ne peut pas être heureux dans un monde malheureux. Moi j'ai entendu ça très souvent. Et je l'ai entendu dans des débats, etc. Je me souviendrai toujours, j'ai été un jour avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle André Azoulay, qui est conseiller du roi du Maroc, et qui est quelqu'un de formidable, c'était le maire des Serwira. Et on fait un débat sur le bonheur, et il dit on ne peut pas être heureux dans un monde malheureux. Et je lui dis mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que je pense qu'au contraire, c'est presque, j'utilise le mot avec des guillemets, un devoir d'être heureux dans un monde malheureux. Parce que votre malheur n'apportera rien au malheur des autres. Alors que votre bonheur peut apporter quelque chose. Le bonheur, c'est une énergie fondamentale. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est dans la joie, il transporte des montagnes. Et très souvent, il a envie d'aider les autres. Il y a un lien, on n'a pas beaucoup de temps de le développer, entre bonheur et altruisme. Et donc, on a envie, lorsqu'on est vraiment heureux, et qu'on est heureux, comme le dit Spinoza, dans des joies actives, c'est-à-dire qui nous correspondent vraiment, eh bien, on a envie d'aider les autres. Ça fait partie, c'est presque mécanique, c'est quelque chose qui est en nous. On a envie d'aider les autres, on a envie que les autres soient heureux aussi. Le bonheur se partage. Et donc, effectivement, c'est important de pouvoir aider les autres, ça nous rend encore plus heureux. Je ne sais plus pourquoi je dis ça, je commence à fatiguer. Non, ah oui, je parlais de quoi, c'était quoi ce sujet, justement? Collectif individuel? Non mais je voulais aller vers une direction que j'ai perdue là. Non, je suis un peu fatigué parce que je reviens d'un séminaire en Laponie de 15 jours où c'était merveilleux parce que j'ai vu des aurores boréales et tout, mais j'avais 170 personnes et ça m'a vidé. Mon cerveau est à plat. Alors, attends, redis-moi Michel. Ah oui, être heureux dans un monde malheureux. Donc, je perds ma tête là, je n'arrive plus à me souvenir. Non, mais il y avait quelque chose d'important que je voulais vous dire. C'était, ah oui, comment, la relation entre... Bonheur et altruisme. Bonheur individuel. Bon, vous savez quoi, je bug. Donc, comme il y a un bug, ça va être une excellente manière de pouvoir faire une pause. Et dans les questions, je vais régénérer mon cerveau et ça va revenir. Merci beaucoup.